de chez moi, j'ai une pâtisserie algéroise. Donc voilà, il y a 2 jours, j'ai mangé des beignets. Mais là, quand on voit des beignets, voilà, ces beignets-là, enfin, la connexion avec la nourriture, c'est assez extraordinaire. Hein. On s'accroche à des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui imprègne le cerveau très fort, hein, la nourriture. Je suis née à Alger, quelques années après la guerre, en 1949. Mon père est né aux Ataf, dans un petit village en Algérie, mais la famille venait avant de Mostaganem. On est une famille d'origine espagnole et mon grand-père et ma grand-mère parlaient espagnol. En fait, ce qui est marrant, c'est pas ladino qu'ils parlaient, c'est espagnol. Alors ils parlaient espagnol comme une petite langue secrète que leurs enfants ne savaient pas. Du côté de ma mère, il y avait de la famille qui est venue, qui était à Livourne. Que moi je me ressentais à Alger jusqu'à l'âge de 13 ans. J'étais une enfant normale, j'allais à l'école, ensuite au lycée. Mes amis étaient non juives, mais les choses se passaient bien. Mon père et ma mère étaient athées. Et en fait, pour aujourd'hui, j'ai fait le design de ce mot aujourd'hui, c'était des juifs athées. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient juifs, mais ils étaient athées. Chez moi, enfin, on ne faisait rien au niveau de la religion, sauf que finalement, quand il y avait le truc de famille, alors on allait faire Pessah, mais on était soit ailleurs, soit une fois un de mes oncles avait offert à mon père un disque avec la prière, pour pouvoir entendre la prière pendant que voilà, on était là rassemblés. Sinon, voilà, on mangeait du jambon. Quand on était malade, on mangeait du jambon et de la purée. J'ai participé au 8 novembre 1942, c'est-à-dire il y a eu le débarquement des Alliés en Algérie, des Américains et des Britanniques. L'armée d'Afrique était assez grande, hein, c'est plus de 100 000 personnes, 110 000, 120 000 personnes. Donc l'armée d'Afrique aurait pu s'opposer tout de suite aux Alliés. Et d'ailleurs, elle l'a fait au Maroc. Donc je vais expliquer un petit peu ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Alger, il y a eu 400 résistants qui ont bloqué tous les systèmes, c'est-à-dire les casernes, commissariat, préfecture, toutes les choses du gouvernement, palais divers, ont été envahis par eux, avec un système qui normalement était un système utilisé par Vichy, c'est-à-dire Vichy avait un plan que s'il y avait une invasion, on prendrait des civils et on leur mettrait des brassards et puis ils iraient aider. Et alors là, évidemment, ils ne sont pas là pour aider, ils sont là pour aider au contraire les Américains. Mais il y a un militaire qui a justement, c'est lui qui avait conçu ça, il l'a utilisé pour les résistants. Donc il était résistant ce militaire. Et donc les résistants sont allés donc investir tous ces endroits-là, bloquer, ils ont coupé les communications, etc. Ce qui fait que l'armée, les forces de Vichy n'ont pas pu réagir à cette invasion, c'était une invasion en fait des Alliés, n'ont pas pu réagir à Alger. Grâce au fait que Alger ça réussit, ça a été le premier débarquement des Alliés réussi en terre française. Mon père s'est trouvé sur une liste des gens à abattre par l'OAS. Alors, la question c'est pourquoi. Je pense que mon père avait des idées, en tout cas il avait des idées socialistes. Dans son idée, nous on restait, c'est-à-dire que dans une Algérie indépendante, il se voyait pouvoir être là. Donc il a su par une de mes tantes qu'il était sur cette liste, elle a vu la liste, et donc elle lui a dit il faut que tu partes. Et donc il est parti en métropole, et nous on est restés en Algérie, ma mère et les enfants. Et quelques semaines après, il a vu que les choses étant ce qu'elles étaient, qu'on n'allait pas rester. Parce que la situation devenait de mal en pire, on est venu en France. Donc ma mère et les enfants, on est venus en France. Et quand on est venu,
On n'avait pas où aller, donc on habitait dans un hôtel. Et invariablement, ce qui s'est passé, c'est que à peu près toutes les 2 semaines, le directeur de l'hôtel disait à mon père, voilà, l'OAS m'a dit que si je garde Conadad, il faut faire sauter l'hôtel. Donc, oui. Donc mon père, on a obligé de changer d'hôtel, donc on changeait d'hôtel, pendant 3 mois, on a changé d'hôtel comme ça, et jusqu'à ce que mes parents trouvent finalement un appartement en banlieue, et puis bon, les choses se sont tassées. En 85, avec mon père, on est allé retourner à l'appart, voir l'appart, on a été très bien accueillis, et l'appartement depuis 63 n'était pas utilisé par des gens entre guillemets normaux, mais par des ambassades ou des consulats. Et là, c'était le consulat de Tunisie, c'est-à-dire que ce n'était pas leur bureau, c'était le consul de Tunisie habitait là. Mon père est décédé en 2003 et il y avait 28 boîtes de documents parce qu'il était le secrétaire général pendant des années de l'association de ces résistants. Et donc, il y avait toute cette information-là. Et je suis allée à la dernière assemblée générale de l'association, de cette association qui avait commencé, qui avait été créée en 1943 et qui a perduré jusqu'en 2012. Hein. C'est extraordinaire. Et en 2012, le dernier président avait 96 ans et ils ont dévolu l'association à la Fondation de la France Libre. Et puis il y avait de l'argent, donc ils ont donné de l'argent à la France Libre. J'ai dit c'est dommage parce qu'on aurait pu faire de la recherche avec cet argent, etc. Bon. Donc on est allé voir la France Libre en disant écoutez, est-ce qu'on pourrait avoir tout cet argent pour faire de la recherche? Ils ont dit ah non, vous êtes des personnes, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas. On dit très bien, on va devenir une association. Donc on a créé une association, on n'a toujours pas vu l'argent. Du coup on a créé une association en 2014 et on fait des conférences 2 fois par an, on fait des cérémonies du ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe pour le 8 novembre. Il y a une place du 8 novembre 1942, donc on se poste sur cette place et on distribue des flyers aux gens, on leur explique, on a des espèces de cartes, des choses qu'on leur montre, on leur explique ce que c'était que le 8 novembre 1942. On dit voilà, est-ce que vous êtes sur la place du 8 novembre, est-ce que vous savez ce que c'est, etc. Sinon, donc on a commencé à faire des conférences vraiment internationales, un colloque international. Où on a eu une fois, dans le colloque, on avait des intervenants de 8 pays différents. Donc on a invariablement la France, l'Algérie, on en avait d'Israël, on avait des États-Unis, d'Angleterre, de Hongrie, d'Espagne. Pour moi, le plus important, c'est la recherche, c'est-à-dire que on va pouvoir trouver plein de choses, et effectivement, on a commencé à trouver plein de choses qu'eux ne savaient pas. Puisqu'il y a des archives qui sont maintenant ouvertes, qui n'étaient pas, et donc on a trouvé des choses absolument incroyables. Ils se sont battus comme Don Quichotte avec les moulins à vent pour avoir ceci et cela, et nous on a maintenant compris pourquoi ils ne pouvaient pas l'avoir. Quand j'étais à New York, donc je me suis rapprochée de la Spanish Portuguese Synagogue, et là il y avait des conférences absolument extraordinaires sur des juifs de différents pays, des juifs de Chine, des juifs d'Éthiopie, etc., de l'Inde, enfin bref. Et donc ça m'intéressait beaucoup. Et surtout ce qui m'intéressait, c'est les séfarades aux États-Unis. Donc moi je suis aux États-Unis depuis 1976. Et j'ai vraiment appris beaucoup sur les séfarades. Alors donc justement il y a un livre qui s'appelle The Grandies qui explique justement l'histoire de ces séfarades qui arrivent donc dans les années 1500, 1600, 1700, mais vraiment très tôt. Ce sont des gens qui arrivent avec les Hollandais, qui arrivent avec différents moyens, mais qui sont des nobles. Il y a un livre aussi qui est intéressant, Dictionnaire des noms séfarades, qui est un livre en anglais. Alors là, c'est aussi un joyeux, parce que je cherche un nom, on me dit voilà, telle ville, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Le livre qu'on vient de sortir, là, c'est sur le colloque de 2017, dans les actes du colloque de 2017, il vient de sortir aux éditions du Croquant. Et les directeurs, c'est moi, Nicole Conadad, et puis il y a deux autres directeurs, Aïssa Kadri et Tramor Kemener.
Une partie qui va être sur les résistances, sur les acteurs, et il y a une partie sur les camps, et puis il y a une partie culturelle aussi. Dans la partie culturelle, on a parlé par exemple des Assus, qui sont le grand-grand-père. Salomon Assus était un caricaturiste en Algérie, le caricaturiste, enfin, c'est extraordinaire, hein, les caricatures de Salomon Assus. Après son fils Armand Assus qui était peintre, après le fils d'Armand, André Assus, qui était dans la résistance aussi au 8 novembre. Voilà. Je pense qu'il y a toute une richesse, tout un état, toute une histoire extraordinaire qu'on peut transmettre. Et je pense que voilà, donc ça c'est le musée de l'histoire séfarade. Il y a l'histoire séfarade, il n'y a pas que en Europe l'histoire séfarade, il y a aussi aux États-Unis, il y a aussi au Canada, il y a aussi. Et toutes ces histoires séfarades, elles doivent se faire.